Vous avez peut-être déjà entendu l'expression rhétorique musicale au sujet de la musique baroque. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir de quoi il s'agit. Le lien entre rhétorique et musique est très ancien. On trouve ses premières racines dans l'enseignement musical médiéval qui est calqué sur l'antiquité gréco-latine. Cet enseignement, qu'on appelle parfois les arts libéraux, rassemble deux groupes de disciplines, le trivium et le quadrivium. Dans le trivium, on va avoir les sciences de la langue, à savoir la grammaire, la dialectique et notre fameuse rhétorique, alors que le quadrivium se rassemble autour des nombres, à savoir l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Les deux disciplines font donc partie de l'enseignement standard du petit écolier médiéval, même s'ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes domaines, donc à savoir la langue et les nombres. On voit dans cette bipartition des savoirs que la musique fait référence depuis l'Antiquité à une science des nombres, à savoir une science des proportions musicales qui fonde la science des consonances et des dissonances. Ce lien privilégié entre nombre et musique se voit très fortement durant la période de la Renaissance dans ce qu'on appelle le symbolisme musical. J'y ai consacré déjà une vidéo et je vous y renvoie. Durant la période suivante, à savoir à la toute fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, une certaine prépondérance va être donnée aux disciplines du trivium et en particulier à la rhétorique. On va voir la réédition ou l'étude de nombreux traités anciens sur l'art oratoire, sur l'art de parler, principalement les traités d'Aristote, de Cicéron ou encore d'Aristide Quintillien. La musique comme art des nombres dans le quadrivium va donc migrer au sein d'autres disciplines, à savoir ici les artes dicendi, donc les arts de la parole, au sein du trivium à côté de la rhétorique. Ce nouveau lien entre parole et musique est évident pour la musique vocale, puisque celle-ci contient un texte, mais ce paradigme va être appliqué aussi à la façon de penser, à la façon de composer la musique instrumentale pure, donc sans texte. Alors comment peut-on se renseigner aujourd'hui sur la façon de penser des compositeurs du XVIIe et du XVIIIe? Une des premières pistes, c'est celle qui consiste à examiner les traités théoriques de cette époque. Et dans ces ouvrages théoriques, on va trouver des listes de figures rhétoriques appliquées à la musique, donc des sortes de manuels, de catalogues, de lieux communs qu'on va se transmettre d'un compositeur à l'autre au fil des générations. Du début du baroque à la fin du baroque, on trouve des dizaines et des dizaines d'ouvrages théoriques. Je vous cite ici les principaux. On a notamment un ouvrage de Burmeister, de Kircher, de Christophe Bernard, ou encore à la toute fin du baroque de Johann Mattheson. Dans ces traités sur l'art oratoire, on va trouver essentiellement la théorie classique qu'on va apprendre aux élèves dans les écoles de grammaire en Allemagne ou dans l'espace germanophone essentiellement. De façon générale, le discours est divisé en 5 parties qui sont donc les 5 sous-disciplines de la rhétorique. On va avoir l'inventio, la dispositio, l'elocution, la memoria et la pronunciatio ou autrement appelée l'actio. Pour définir brièvement ces partitions, on peut dire que l'inventio, c'est l'art de trouver les arguments, la dispositio, c'est l'art d'agencer, d'ordonner comme il faut ces arguments, l'élocution concerne le style, c'est-à-dire la rédaction écrite à proprement parler, la memoria, c'est l'art de retenir ce discours, et puis au final, l'actio, c'est l'élocution pour l'oral, c'est-à-dire la façon de restituer devant son auditoire le discours qu'on a préalablement élaboré. Chacune de ces 5 sous-disciplines peut être appliquée à la musique d'une façon ou d'une autre. Si on prend l'élocution, on voit qu'elle va toucher le style. On trouve dans l'art oratoire littéraire la notion de style élevé, de style moyen ou intermédiaire et de style bas ou simple. Ce sera exactement la même chose en musique. On va parler de division en différents styles selon la destination. Si on fait de la musique pour le théâtre, l'opéra ou de la musique pour l'église, on va avoir des distinctions d'écriture selon qu'on parle de musique sacrée ou profane, de musique instrumentale ou vocale, de stylus élevé qu'on va appeler le stylus gravis, du style de la danse qui est un style plutôt bas ou léger. Des expressions qui viennent de la rhétorique vont passer dans le langage musical
musical, on va trouver par exemple l'expression stylus luxuriant, qui est donc un langage très ornementé, riche, presque ampoulé, ou aussi le stylus fantasticus, qui laisse place à l'imagination, qui est là pour montrer la richesse de l'imagination du compositeur. Autre partie de la rhétorique, la dispositio, qui concerne donc l'agencement du discours, l'agencement des arguments. Elle est divisée en principe en 4 parties. Un discours s'articule en 4 parties, à savoir l'exorde, la narration, la digression ou la confirmation, et puis la péroraison qui clôt le discours. Cette sorte de méthode de cuisine pour créer les différentes étapes du discours peut s'appliquer à la musique et a de nombreuses implications dans l'articulation formelle des pièces baroques. Les meilleurs exemples se trouvent probablement dans les grandes pièces pour orgue de Johann Sebastian Bach, où on peut retrouver ces différentes parties musicales calquées sur les différentes parties du langage. Les 2 dernières parties de la rhétorique, à savoir l'actio et la memoria, sont aisément transposables dans le domaine de la musique, puisque la memoria, c'est simplement le fait d'apprendre par cœur sa musique, et puis l'actio, ça concerne ici normalement la façon de prononcer, d'articuler son discours, mais dans la musique, ça concerne évidemment l'art d'interpréter, l'art d'exécuter la musique, et c'est évidemment un vaste sujet. Dans cette vidéo, je vais m'arrêter sur une partie bien précise de cette rhétorique, à savoir l'inventio, qui donne naissance à une partie des ouvrages théoriques extrêmement codifiés et riches. On a déjà vu l'inventio concerne le style, le niveau de langage utilisé, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans les éléments du langage pour signifier tel ou tel style? En réalité, on y met des figures de style ou des figures de rhétorique. Pour Cicéron, cette partie de l'inventio, qu'on appelle parfois decoratio, a pour but d'établir un catalogue de lieux communs, de tournures, d'expressions qu'on a pu lire dans des textes plus anciens, qu'on peut habilement placer dans son discours et qui montre toutes les capacités de l'orateur. Au fil des siècles, les théoriciens vont donc produire une vaste terminologie qui va classer ces différents types de figures. Vous en connaissez très probablement certaines, notamment la métaphore, l'ellipse, la litote. C'est exactement pareil en musique, on va avoir des traités de rhétorique musicales qui vont transposer cette classification à des formules musicales typiques pour présenter des lieux communs aux apprentis compositeurs, aux étudiants qui sont en train d'apprendre auprès de leur maître à écrire des musiques d'une certaine envergure. Au-delà de cette classification qui peut paraître obscure à certains, c'est évidemment le geste musical qui compte. Les noms peuvent changer d'un théoricien à l'autre, et même parfois dans les écrits d'un même théoricien. On prend l'exemple de Burmeister qui, dans son traité de 1599, a certains noms pour certaines figures, et puis il les change un tout petit peu, ou il emploie d'autres figures avec d'autres noms dans une autre édition qui date de 7 ans plus tard, donc en 1606. C'est donc essentiellement l'intention derrière la figure qu'on va coder plutôt que son nom. Donc le geste musical qui compte, c'est par exemple un geste ascendant, des notes qui vont monter, des notes qui vont descendre ou qu'on met ensemble, etc. C'est ces choses-là qu'on codifie, et puis après on leur applique évidemment un nom qui sont ces fameux noms de figures de rhétorique. La figure de rhétorique ou figure de style est là vraiment pour mettre en avant le sens d'un mot ou pour produire un coup de théâtre dans le discours. Le lien entre la musique et le texte est donc tout à fait évident pour la musique vocale, puisque le compositeur met en musique un texte qui existe déjà. Alors on peut prendre certains exemples chez Bach notamment, avec une figure qu'on appelle l'anabasis ou parfois l'ascensio, c'est-à-dire une montée de voix vers les aigus pour signifier par exemple la montée au ciel ou un autre mot qui fait partie de ce champ lexical. Ici on peut entendre un extrait de sa cantate numéro 150 où dans un des chœurs, tous les voix d'hommes vont partir du grave pour aller de plus en plus vers l'aigu. Cette figure s'appelle donc une anabase.
appliquer évidemment ce geste musical dans la musique instrumentale pure, à savoir sans texte, et ça veut dire qu'on va raconter la même chose que si on avait eu un texte. Donc on peut ici, avec ces figures, exprimer quelque chose de bien précis en recourant à tel ou tel type de figure. Autre exemple un peu plus complexe autour de ce geste musical ascendant ou descendant, c'est le passus duriusculus, qui est donc une figure qui implique une voix qui va monter ou descendre par demi-tons chromatiques, donc d'où son sens de sauvage, horrible, difficile, qui s'applique évidemment à un chant lexical qui peut être de l'ordre de la souffrance ou de la douleur par exemple. Vous venez d'entendre ici le tout début d'un motet de Heinrich Schütz avec un mouvement montant, mais on peut trouver la même chose dans un mouvement descendant. C'est le cas ici dans un chœur tiré de Jephté de Carissimi, où vous avez la basse qui fait les notes chromatiques entre sol et ré, à savoir sol, fa dièse, fa, mi bémol, ré. Pour ceux qui connaissent bien la musique, vous voyez que ce nom un peu barbare, Passus duriusculus, recouvre en réalité une réalité toute simple du solfège moderne, à savoir une gamme chromatique descendante ou descendante. Pour explorer un tout petit peu plus en détail ce catalogue assez fourni de figures de rhétorique musicale, je vous propose de regarder un peu de plus près un oratorio de Carissimi qui s'appelle Jephté, et puis d'y pointer quelques figures rhétoriques assez fréquentes. On peut débuter par un ensemble de figures qui sont des figures de répétition du discours, à savoir quand un motif ou un texte se répète, quels sont les choix disponibles dans ce catalogue de lieux communs pour un compositeur. Lorsqu'un compositeur répète les mêmes notes mais sur des degrés différents, donc en partant de différentes hauteurs, tout en conservant le même motif, on parle d'épizeuxis. Ici, dans cet extrait, vous avez le texte Cedite, Cedite impi qui est répété 2 fois, donc on va avoir la même tournure mélodique. Un petit peu plus loin, vous avez Perite genes qui est répété 2 fois, donc pareil, le compositeur va répéter le même motif. Et puis, encore un peu plus loin, vous avez Et ocumbite qui est répété également 2 fois. Donc ici, vous allez avoir au total 3 motifs qui se répètent en gradation et on appelle ça l'épizeuxis. Autre figure de rhétorique qui embellit le discours, c'est une répétition sur une vocalise. Dans le cas que vous voyez ici, vous avez 6 notes qui sont répétées, chaque fois un degré un tout petit peu plus haut, dans une sorte d'ascension. On appelle cette figure une gradation. Dans les 2 derniers cas, on avait affaire à une seule voix, à des figures qui concernent une seule voix, mais évidemment, on peut avoir des motifs qui circulent d'une voix à l'autre dans la polyphonie. Alors, quand on a un tel cas, on va appeler ça un polyptone. Et c'est exactement ce que vous voyez ici avec le texte Et clangebat tube qui passe d'une voix à l'autre en étant à la même hauteur. Si on se trouve face à une situation similaire, mais où le motif débute sur différents degrés, donc pas tout à fait à la même hauteur, on va parler d'une anaphora. Ici, vous avez la première voix qui débute sur sol, la, si, et puis en réponse, la deuxième voix fait entendre la même tournure, mais sur ré, mi, fa dièse, et donc ça s'appelle une anaphora.
Concrètement, dans les traités de rhétorique, on va trouver 1, 2, 3, 5 exemples de chacune de ces figures, et puis le compositeur les apprend, voit comment ça fonctionne, et puis peut les réutiliser quasiment à l'identique, ou utiliser ses propres déclinaisons de ces mêmes gestes musicaux. À côté des figures de répétition, on a un autre type de figure qui concerne les intervalles, à savoir la distance entre les notes. Dans un discours parlé, vous avez évidemment une exclamation qui peut renforcer une idée. En musique, c'est exactement pareil. Vous trouvez cette figure de l'exclamation où vous avez un saut mélodique, en l'occurrence très souvent de sixte mineur, qui permet de mettre en avant une parole. À l'origine, ce terme se réduit en principe à la sixte mineure, mais assez rapidement, on va le généraliser à tout saut assez grand qui a une valeur exclamative. Si on prend un exemple tiré du Lamento de la fille de Jephthé, qui apprend donc qu'elle va devoir mourir, on voit ici que pour mettre en avant ce mot doloris, donc la douleur, pour souligner cette douleur, Carissimi va utiliser un grand saut d'octave, donc une exclamation placée précisément à cet endroit. Pour aller encore plus loin dans l'accentuation de la douleur par une figure de rhétorique, on peut trouver des sauts qui sont dissonants. Donc on n'a pas forcément une octave qui est un intervalle consonant, mais un saut dissonant qui va rompre cette ligne mélodique qui est plus ou moins douce par une sorte de saut abrupt. Des sauts irréguliers existent sur différents intervalles évidemment. Vous pouvez trouver ici par exemple un saut descendant de sixte mineur. Ce type de saut irrégulier porte le nom de saltus duriusculus. On en trouve d'autres évidemment, par exemple sur des cartes diminuées. C'est le cas ici dans un extrait toujours de la même œuvre. On a parlé ici d'intervalles mélodiques, à savoir une note puis une deuxième note, mais on peut avoir évidemment des intervalles harmoniques, à savoir quand deux notes sont chanter ou jouer en même temps. On va parler ici de dissonance très forte. Une de ces figures s'appelle la parésia. C'est souvent sur un triton ou sur une fausse relation. Dans l'exemple que je vous propose ici, on trouve un do dièse à la basse et puis un sol répété au chant qui donne donc une figure extrêmement douloureuse ici, la parésia. Le compositeur, au fil de son apprentissage, remplit son imagination de toutes ces figures pour les restituer, mais il peut aussi évidemment les combiner. Vous pouvez par exemple combiner une parésia, donc une dissonance, avec la multiplicatio, c'est-à-dire une figure qui répète toujours la même chose, qu'on peut encore combiner à quelque chose qu'on a déjà vu plus haut, à savoir le passus duriusculus, cette idée de mouvement chromatique. Dans le cas que vous voyez ici, vous avez vraiment des dissonances qui sont répétées entre la basse et le chant, mais vous avez également le chant qui fait une descente par demi-ton chromatique et ça donne un résultat extrêmement saisissant. L'art oratoire, c'est évidemment l'art
d'articuler, de mettre ensemble les mots, mais c'est également aussi l'art de s'arrêter, l'art du silence. C'est aussi important que le discours lui-même. L'oratoire doit savoir s'interrompre, insérer des pauses pour créer des effets dramatiques au milieu de son argumentation. Dans la musique, c'est exactement pareil. On a une figure qui s'appelle l'abruptio. C'est lorsqu'on a un silence qui va briser tout à coup la ligne mélodique. Vous voyez un cas ici de ce type de figure. Dans la musique purement chorale, à savoir quand on a plusieurs voix ensemble, on trouve également toute une déclinaison de figures rhétoriques. Je peux vous en montrer quelques-unes ici. On a notamment ce qu'on appelle la neuma, à savoir une section complètement homophonique, ce qui veut dire que toutes les voix vont exactement à la même vitesse avec le même texte. Toujours dans ces figures chorales, vous pouvez mettre en évidence un mot ou une phrase en particulier en sortant, en bifurquant du déroulé normal du discours. Dans la musique, ça va se faire par le biais de la modalité ou de la tonalité dans ce qu'on appelle la mutatio toni. Ça veut dire que le compositeur va sortir momentanément du ton principal sur les mots précis ou sur d'autres choses si on a une musique purement instrumentale. Dans l'exemple ici, en l'occurrence, vous avez un sol mixolydien et puis tout d'un coup, sur quelques mots, vous avez un sol dorien, donc un changement de mode. Autre figure un peu plus technique d'écriture chorale, c'est l'analepsis. C'est le cas où vous avez deux neumas, à savoir des parties homophoniques identiques, mais avec un changement de disposition entre les parties lorsqu'on répète cette musique. Alors, je m'explique, vous avez une première occurrence avec la voix 3, 4 et 2 qui chantent, et puis à la répétition, vous allez avoir la voix 3 qui va donner son matériel musical à la voix 1, la voix 4 qui va donner son matériel à la voix 2, et puis la voix 2 qui va transmettre son matériel à la voix 5. Donc vous avez une redistribution du matériel entre deux neumes qui sont identiques. Dans cet extrait, vous trouvez encore une autre figure qui est d'ailleurs la plus importante ici, qui est la répétition, puisque vous avez la basse qui répète plusieurs fois le fameux tétracorde descendant La, Sol, Fa, Mi, qui est répété ici en signe de deuil. C'est un des lieux communs en réalité de la musique déjà à la Renaissance, ce tétracorde descendant qui présente une cadence phrygienne et qui est le symbole de la douleur. Dans la suite de cet extrait, Carissimi va pousser une figure juste à l'extrême, puisque la répétitio va être utilisée 28 fois sur le mot lamentamini. Donc dans 28 mesures, vous allez avoir la répétition à l'identique du même texte pour accentuer ce caractère de la déploration. Ce même extrait se finit avec une cadence finale où le soprano, la voix de soprano, tient un ré très longuement et c'est encore ici une figure de rhétorique qu'on appelle le supplementum. Il y a évidemment des dizaines d'autres figures de rhétorique musicale, je voulais simplement vous en montrer quelques-unes dans une œuvre particulière. Vous voyez aussi que l'analyse moderne contemporaine a développé un jargon pour décrire ces mêmes réalités. Par exemple, la gradatio dans la rhétorique musicale va s'appeler simplement une marche d'harmonie dans l'analyse moderne contemporaine. Grâce à la rhétorique, on peut comprendre comment pensait réellement un compositeur et un interprète de cette époque. On partage le même champ lexical, on partage le même paradigme mental. Ces outils font simplement partie d'une volonté globale de rationaliser les émotions qui est typique du XVIIe et du premier XVIIIe siècle. Les affects sont représentés par leurs signes extérieurs audibles,
dans le cas de la musique ou visible dans le cas de la peinture. À la même époque, on trouve Descartes qui va déterminer 6 émotions primaires qui se combinent entre elles pour donner toute une série d'émotions intermédiaires secondaires. On va trouver donc l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse, et toutes leurs combinaisons possibles. Dans la peinture, on trouve à peu près la même volonté de rationaliser les émotions. On va trouver des traités, notamment ici un célèbre de Charles Lebrun, Méthode pour apprendre à dessiner les passions, donc des traités qui expliquent comment représenter sur un visage telle ou telle émotion. On est donc dans la rationalisation du trait, du tracé qui peut représenter une émotion au même titre que les figures de rhétorique musicale peuvent représenter ou accentuer telle ou telle émotion que désire mettre en musique le compositeur. Si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos et soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner. Merci de votre attention et à bientôt.